Alors, bienvenue dans cette table ronde sur le thème de l'IA et du droit. Sommes-nous prompts à réguler? Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 experts qui vont nous partager leur vision sur donc, le thème de l'IA et du droit. Donc, aujourd'hui, vous allez entendre parler de RGPD, de régulation, de création, d'AI Act aussi. Et je vais tout de suite laisser donc, les interlocuteurs se présenter. Bonjour, Maël Fablès, je suis avocat associé en droit du numérique au sein du cabinet EY Société d'avocats à Nantes. Bonjour à tous, Stéphane Baïkov, je suis avocate associée à Nantes et j'interviens en droit du numérique, RGPD et propriété intellectuelle notamment. Bonjour, Élodie Fleury, je suis juriste et chargée d'affaires auprès de l'INPI pour la région Pays de la Loire. Et bonjour, Thomas Emeraud, je suis senior manager au sein de Wavestone et en charge de sujets IA et en particulier de gouvernance de l'IA. Et donc, pour explorer donc, ces vastes sujets autour du droit donc, dans l'IA, on va avoir plusieurs questions qui vont guider notre réflexion, dont la première donc, que je vais poser à toi, Stéphane. Est-ce que l'IA amène des problématiques juridiques nouvelles ou exacerbe certains aspects ? Alors oui, effectivement, l'IA naturellement pose de nouvelles problématiques. Déjà, de par le modèle même de conception de l'intelligence artificielle qui fait appel à des données de masse. Et avec l'ère du big data, on a connu l'explosion de l'IA et il faut s'interroger sur finalement ces données d'entraînement. Est-ce qu'elles ont été exploitées de manière légale, licite ? Je vais prendre pour exemple ChatGPT qui a scrappé l'ensemble des données de l'Internet jusqu'en 2021 et la question de savoir si l'ensemble de ces données, elle était autorisée à les engranger, à les utiliser pour entraîner ces modèles. On a une partie de la réponse avec le New York Times qui a initié une action contre Microsoft OpenAI, je dis toujours dans le mauvais sens, ou OpenAI, je ne sais plus, qui a dénoncé le fait que des articles, enfin l'ensemble de ces articles avaient été utilisés par Microsoft pour entraîner son IA. Et sans que l'autorisation ait été demandée au journal et sans qu'il y ait de rémunération. Donc aujourd'hui, la question n'a pas été tranchée. Le juge américain est saisi de la question et se pose la question d'une éventuelle contrefaçon, mais se pose aussi la question d'un éventuel enrichissement sans cause. Donc on a déjà toutes ces problématiques liées à la propriété intellectuelle s'agissant des données d'entrée. S'agissant des données d'entrée, on a aussi des problématiques lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, de s'interroger sur le respect ou non de la réglementation, le RGPD. Donc, est-ce que cette collecte elle a été loyale? Est-ce que la finalité a été déterminée? Est-ce qu'elle est légitime? La durée de conservation? Est-ce que finalement le principe de minimisation aussi, qui est un principe important du RGPD, est respecté? Alors qu'on sait que finalement l'IA, plus on a de données, meilleur c'est. Donc toutes ces questions restent en suspens et on a encore, et j'en ai terminé sur l'aspect propriété intellectuelle, le contenu qui sera généré. On parle beaucoup d'IA générative qui vont produire du contenu qui peut être musical, du contenu qui peut être graphique, du contenu littéraire. Et finalement, est-ce qu'il y a un droit d'auteur sur ce contenu qui est généré à partir de l'IA? Est-ce que s'il y a un droit d'auteur, qui est-ce qui va être auteur? Est-ce que c'est le concepteur du système d'IA? Est-ce que ce sera le développeur? Est-ce que ce sera finalement le déployeur? Autant de questions. Est-ce qu'ils vont être co-titulaires de droits sur cette œuvre? Voilà, autant de nouvelles questions que nous aurons à résoudre dans les prochaines années. Oui, de manière générale, en fait, on voit que l'IA va infuser vraiment tous les métiers, avec plus ou moins d'impact selon les métiers, et ça soulève des problématiques au-delà des données, au-delà de la propriété intellectuelle, de transparence de manière générale. On va avoir un petit peu besoin d'un Nutri-Score de l'IA, de savoir quels outils utilisent de l'IA, comment elle est utilisée, comment elle fonctionne. Et ça soulève des problématiques au-delà du côté juridique, un peu de société. Et c'est notamment ce que va venir cadrer l'AI Act, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Donc vraiment, on est toujours autour de cette idée de transparence, expliquer, informer sur l'utilisation de l'IA. On a des domaines d'application, on se pose pas mal de questions. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière RH, en matière de recrutement, il y a de plus en plus de solutions d'IA qui sont développées, ils sont plutôt en avance là-dessus. Et voilà, la question qu'on va se poser, c'est comment
comment la sélection par exemple d'un CV est faite si on utilise l'IA. On ne sait pas exactement comment l'algorithme fonctionne et ce qui ne va pas fonctionner avec des biais décisionnels parce qu'il va reproduire finalement des mauvais schémas de décision sur des années. Et je prenais l'exemple l'autre jour de si on dit qu'un DAF, ça doit être un homme de 50 ans chauve parce que sur les 30 derniers recrutements, c'était ça dans des entreprises comparables. L'IA va reproduire nos biais décisionnels et c'est ce qu'on veut éviter. Et c'est un des challenges un petit peu de cette réglementation. En matière de médecine, pareil, on va être sur des sujets là, de responsabilité. Demain, on utilise des solutions d'IA dans des dispositifs médicaux, dans des outils d'aide à la décision de diagnostic médical. Il y a une erreur. Est-ce que c'est l'erreur du praticien? Est-ce que le problème vient de l'outil? Est-ce que ça va être un schéma de responsabilité distributif avec finalement une part de responsabilité qui est liée à l'outil qui était fautif et le praticien qui n'a peut-être pas fait les bons contrôles derrière? Donc voilà, toutes ces questions aujourd'hui ne sont pas résolues et on a de quoi s'amuser. Plus terre à terre et un problème qu'on voit déjà aujourd'hui, un dernier sujet, vraiment, si on fait un petit peu ce tour d'horizon, c'est les problématiques de confidentialité. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu pas mal d'exemples, de démonstrations sur le fait que les LLM et notamment ChatGPT étaient des outils qui avaient connu une courbe d'adoption extrêmement rapide par rapport à d'autres technologies, les réseaux sociaux, des logiciels historiquement. Donc ça veut dire qu'énormément de gens les utilisent au quotidien et on n'a pas eu le temps de s'adapter. Beaucoup d'entreprises n'ont pas eu le temps de mettre des règles en place et on a aujourd'hui ChatGPT qui est utilisé dans de nombreuses structures, des organisations, dans quelque chose qui est ouvert sur le web où ils vont parfois céder de ces solutions pour des problématiques d'ingénierie, de résumer des documents avec du secret d'affaires dedans, etc. Donc on a un vrai sujet de confidentialité, c'est que ce qui est saisi dans ces outils publics, ils ne sont pas tous en circuit fermé, et notamment ChatGPT ne l'est pas. Où est-ce que ça atterrit? Est-ce qu'on n'a pas des sujets de confidentialité assez classiques finalement à encadrer dans les entreprises aujourd'hui? C'est bon. Merci beaucoup Maël du coup, pour cette présentation. Tu as cité donc, déjà des problématiques liées à ce qui pouvait être CV et possiblement déjà des malfonctions dans ces intelligences artificielles. Est-ce qu'on a d'autres exemples concrets où il y a des problèmes qui ont été posés? On peut par exemple penser peut-être à des chatbots qui donnent des mauvaises informations à des clients. Est-ce que, Élodie, Stéphane, vous avez des exemples concrets déjà à nous proposer? Oui, alors déjà pour rebondir sur ce que disait Maël, vous avez l'exemple justement avec avec Amazon qui a utilisé un outil d'intelligence artificielle pour le recrutement de son personnel et qui s'était basé sur 10 ans en fait, de données qu'ils avaient où majoritairement en fait, c'était des CV masculins qui avaient été retenus. Donc ils s'en sont rendus compte au bout apparemment de 3 ans. Donc ils ont mis fin à ce procédé. Mais du coup, on avait du coup plus de CV masculins qui ressortaient et l'outil mettait de côté les CV féminins. Donc ça a été, c'est une discrimination à l'embauche. Donc ça, c'est un cas concret parmi tant d'autres. L'IA, vous en avez dans tous les domaines maintenant où on peut avoir justement certains cas qui ont posé plus de problèmes que d'autres. Actuellement, là, avec la campagne américaine, l'IA est utilisée comme arme. Alors, j'ai plus d'exemples côté Donald Trump, mais je pense qu'il y en a peut-être aussi de l'autre côté. Mais par exemple, on a eu notamment là très récemment Donald Trump qui a sur les réseaux sociaux publié une image de Taylor Swift qui est reprise en disant qu'elle votera pour Donald Trump. Elle s'est récemment positionnée en disant qu'elle ne voterait pas pour Donald Trump suite au débat. Voilà, c'est toutes ces problématiques, c'est des deepfakes. On va avoir ça dans tout ce qui est l'information. Les deepfakes sont très présentes. On va avoir un travail journalistique qui va être beaucoup plus dense dans la mesure où ils vont devoir justement s'assurer que les deepfakes que vous voyez, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles ne sont pas vraies? On doit réguler toutes ces informations-là. On a justement le droit français qui s'est saisi de la question et qui a posé une nouvelle infraction pénale où on doit justement dire qu'une photo est une photo artificielle, obligation de transparence, et également demander l'autorisation à la personne, si vous la reprenez, pour qu'elle soit au courant que vous allez utiliser son image pour faire une fausse publication. Vous en avez également, en plus, alors vous avez forcément vu les exemples très très connus de tout ce qui est le pape François Doudoune, Macron sur en pleine manifestation dans les rues de Paris. Tous ces exemples-là montrent bien que l'IA est omniprésent et
qu'il fallait et qu'il faut le réguler pour justement qu'on ait, ça peut être déjà un frein à nos démocraties. Donc c'est important que le législateur se soit saisi de ces questions-là pour justement encadrer l'utilisation de l'IA. Et toujours, je rebondis, Élodie, sur l'aspect un peu escroquerie, escroquerie pure. On a un exemple d'un journaliste qui a utilisé un système qui a généré sa voix et il a pu duper avec son avatar vocal un système de vérification vocale de sa banque, et il a pu, grâce à cet avatar, accéder à ses propres comptes. Alors ça laisse, c'était ses propres comptes, mais pour autant, demain, quelqu'un pourrait tout à fait utiliser votre voix pour accéder à vos comptes grâce à une IA générative qui pourrait tenir une conversation comme vous et moi à l'heure actuelle. Oui. Non, je pensais aussi à un autre exemple qui pose en termes d'IA sur tout ce qui est la vie en fait après la mort, où on a le Japon qui a été précurseur, et c'est suivi par la Chine et les USA qui font des avatars numériques. Donc en fait, de votre vivant, vous donnez un maximum de données, vidéos, textes, pour qu'en fait on vous crée cet avatar numérique qui pourra dialoguer après avec vos familles, vos amis qui eux ne sont pas encore passés de l'autre côté. Ça pose des questions en termes psychologiques notamment, parce que l'homme est un être sociable qui se doit de parler avec les autres et d'être en interaction avec de vraies personnes quand je dis ça. Et c'est vrai que là, du coup, on voit la dérive que ça peut amener, que vous allez être du coup à vous préoccuper plus de comment vous allez vivre après, plutôt que de vivre votre propre vie. Et on va jusqu'à, même en Chine, à créer en fait que vous prévoyez de pouvoir organiser vos propres obsèques et les diriger. Donc tous ces exemples-là montrent bien qu'on n'est plus dans de la science-fiction et qu'on arrive vraiment dans des cas qu'on ne pouvait pas forcément imaginer il y a quelques années, où là, c'est des domaines où on va devoir plus réguler pour anticiper des changements importants qui vont arriver. Et, rapidement, et j'en termine sur les exemples concrets, on peut penser à la voiture autonome qui crée un accident. Qui est-ce qui va être responsable? Et puis, rapidement, en matière de santé, parce que c'est quand même le domaine dans lequel l'IA présente un intérêt considérable et permet de faire des progrès incroyables en termes de diagnostic, mais maintenant aussi en termes de prédiction, avec des IA qui sont capables, à partir d'une imagerie médicale, de prédire dans un délai de 5 ans quel est le risque que vous développiez un cancer du sein. La question qui se posera aussi, c'est est-ce que je donne cette information? À partir de quel seuil je donne cette information? Et est-ce que j'engage ma responsabilité si je la donne ou si je ne la donne pas en fonction des résultats? Et puis, est-ce qu'on va avoir est-ce que les médecins vont être rayés presque de la carte avec une IA qui sera capable de diagnostiquer des maladies et d'être empathique avec le patient? Merci beaucoup Élodie et Stéphane du coup pour ces exemples. Est-ce que pour encadrer ces cas d'usage, donc que vous venez d'écrire, certains traits plutôt positifs comme en médecine, certains qui peuvent amener donc, sur des arnaques, est-ce qu'il existe des réglementations, des garde-fous à date, et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir? Alors, on est obligé de parler du règlement IA. Je sais qu'il y a déjà eu une intervention ce matin sur le sujet, donc on va aller vite, mais c'est vrai que c'est le texte dont on parle en ce moment, un texte qui est quand même assez novateur, complexe, mais novateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est rare d'avoir un texte qui encadre une technologie aussi récente. En général, on commençait à se demander comment réguler le commerce électronique 20 ans après que les premiers sites soient apparus. Et c'est pareil, le RGPD, c'était juste une modernisation, d'un point de vue français en tout cas, d'un texte qui existait depuis 1978. Là, on est vraiment sur quelque chose, on s'est dit, oula, on est vraiment dans le bon timing. Et du coup, ça crée pas mal de problèmes d'interprétation, parce qu'on est, si vous avez été voir la définition de IA dans le règlement IA, c'est pas forcément très simple. C'est sujet à interprétation. Donc un texte qui est un règlement, un peu comme le RGPD, il est entré en vigueur au 1er août, mais il sera techniquement en application, pour la plupart en tout cas des obligations, dans 2 ans. Donc comme pour le RGPD, on a cette période d'adaptation qui fait qu'on va avoir sans doute un peu de lignes directrices qui nous permettront d'adapter, de se mettre en conformité dans ce délai. Donc un règlement qui va couvrir à la fois les fournisseurs de solutions d'IA, de ce qui s'appelle les systèmes d'IA, les fournisseurs de modèles d'IA. Alors ça, c'est vraiment plus
Le système d'IA, en fait, pour faire simple, c'est la voiture, le modèle d'IA, c'est le moteur. C'est vraiment ce qui va venir dans le système d'IA, ça va être ChatGPT. Le modèle d'IA, ça va être l'algorithme qui fait tourner ChatGPT, qui est en amont, avec des obligations distinctes à chaque fois, mais aussi des obligations qui vont impacter les déployeurs, ce qu'on appelle les déployeurs, les utilisateurs. Donc demain, dans votre société, dans votre collectivité, vous déployez une solution d'IA, ce n'est pas vous qui l'avez créée, vous êtes simple utilisateur, vous allez avoir des obligations. Un des apports du texte, c'est cette classification par niveau de risque. Vous avez des systèmes d'IA qui sont absolument interdits. Notamment, il parle de tout ce qui va être classification sociale à la Black Mirror, donc des choses qui, compte tenu de leur impact sur les droits et libertés fondamentaux, ce sera interdit. Vous avez les systèmes d'IA à haut risque, et c'est ceux qui regroupent finalement 90% des obligations du texte. Donc le texte fait assez peur comme ça, mais finalement, ça va impacter pour la plupart des obligations, ça va impacter les systèmes d'IA à haut risque. Donc c'est des systèmes d'IA qui vont avoir une utilisation notamment dans des secteurs un peu plus à risque, santé, emploi, éducation, par exemple. Vous avez les systèmes d'IA modérés, donc on parle là de tout ce qui est chatbot, génération d'images, où il y aura des obligations de transparence, notamment dire quand ça a été généré par IA et que potentiellement il y a un risque de deepfake, il faudra l'indiquer. Donc on est plus dans de la transparence, mais le gros des obligations va quand même être sur les systèmes d'IA à haut risque. Et vous avez les solutions d'IA qui, elles, sont même pas... il n'y a même pas d'obligation associée parce qu'on n'a pas de difficulté particulière. Et donc ces obligations, c'est proche du RGPD, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dedans, mais vous avez ce côté documentaire en fait, ce côté un peu accountability du RGPD. Il va falloir documenter la façon dont fonctionne le système, expliquer un peu, quand je parlais de Nutri-Score, il y a un peu de ça, hein, c'est expliquer comment fonctionne la solution d'IA, de quoi elle est composée, faire des analyses d'impact sur les risques. Donc vous retrouvez, pour ceux qui sont un peu habitués au RGPD, à la terminologie du RGPD, on retrouve un peu cette philosophie similaire et puis des sanctions qui sont similaires aussi, c'est-à-dire fortement dissuasives, avec plusieurs millions d'euros d'amende potentiellement. Voilà pour en très très rapide sur l'AI Act. Et dans la réglementation à venir, puisque ça y est, le règlement l'IA Act a été adopté, on a des directives, puisqu'on s'est aperçu qu'en termes d'indemnisation des préjudices qui pourraient être liés à l'IA, les systèmes de responsabilité actuels ne sont pas adaptés. En droit commun, en droit français, par exemple, tout ce qui est responsabilité extra-contractuelle, on a besoin de démontrer une faute, un lien de causalité avec le préjudice qu'on a causé, donc 3 preuves à rapporter. En matière de fait des choses, il faut qu'il y ait un gardien. Et en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, on s'est aperçu que cette réglementation n'était pas tout à fait adaptée au système d'intelligence artificielle numérique et qu'il y avait une cause d'exonération liée au risque de développement. Tout ça pour dire que ces réglementations-là actuelles, elles sont assez inopérantes en matière de systèmes d'intelligence artificielle qui causeraient des préjudices et dont les victimes voudraient obtenir l'indemnisation. Donc le règlement, ce sont les règles à respecter. Les directives dont je vais vous parler, c'est le bras armé de ce règlement. C'est-à-dire si on ne respecte pas les obligations du règlement, eh bien on va engager sa responsabilité sur le fondement des directives. Il y a une directive IA, donc ces textes sont de 2022. La directive IA en tant que telle, responsabilité de l'IA, c'est une responsabilité qui est fondée sur la faute aussi. Mais cette faute, on s'aperçoit qu'elle va vraisemblablement être difficile à démontrer. Et donc, elle prévoit des garde-fous et permet à quelqu'un en demande, qui demanderait l'indemnisation du préjudice lié à un résultat qui aurait causé un dommage ou un résultat qu'on aurait attendu de l'IA mais qui n'aurait pas atteint et aurait causé un préjudice. Et bien, dans cette hypothèse-là, on va rechercher si le règlement IA, les règles posées par cette réglementation, ont été respectées. Si on n'arrive pas à rapporter cette preuve, on a la possibilité de demander au juge d'obliger, excuse-moi, c'est toi que je pointe du doigt, pardonne-moi, mais d'obliger la personne qui serait à l'origine de ce système d'intelligence artificielle d'avoir à démontrer, à divulguer des informations qui seraient susceptibles de démontrer que la réglementation a été respectée. Si cette réglementation, à l'occasion de la fourniture de ces éléments, on s'aperçoit que la preuve du respect de ces obligations n'est pas faite, la faute sera constituée. Et si jamais la personne refuse de produire ces informations, de répondre à l'obligation du juge, la faute sera présumée. Donc, on va faciliter la preuve qui incombe à la personne qui est
en demande. Cette réglementation aussi permet de présumer un lien de causalité, ce qui à nouveau facilite la preuve à rapporter par la personne en demande. Et puis on a cette seconde réglementation sur la directive produits défectueux de 2022 qui, elle, s'applique à l'intelligence artificielle et en tout cas ne permet pas de s'exonérer en cas de risque de développement, parce que c'est évidemment le risque inhérent à l'intelligence artificielle, où en matière de machine learning, au bout d'un moment, l'apprentissage est continu et finalement, des risques qu'on n'aurait pas identifiés au départ vont se révéler, mais c'est inhérent au modèle même de l'intelligence artificielle. Donc c'était un risque qu'on ne pouvait pas prévoir comme cause d'exonération, donc il a été écarté et prévoit les mêmes facilités en termes de causalité. Il s'agit de 2 directives qui méritent d'être transposées dans les ordres juridiques internes et qui permettent sans doute de rassurer et d'avoir un cadre juridique plus sécurisé, où finalement on va pouvoir identifier qui seront les responsables. Merci beaucoup du coup pour ces explications, pour ces règlements qui sont donc, ou ces directives qui sont très spécifiques donc à l'IA. Mais en ce qui concerne donc la protection des données et donc le RGPD donc, que tu as mentionné rapidement, Maël, est-ce que l'IA vient redistribuer les cartes, Thomas ? Alors merci pour cette question, Titouan. La réponse est un petit peu technique, donc je vais essayer de simplifier un petit peu la question. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut mobiliser des données à caractère personnel dans les systèmes d'intelligence artificielle ? La réponse est oui, et l'AI Act sur ce sujet vient apporter des éléments de complément au règlement RGPD et vient apporter des précisions sur les conditions auxquelles on peut mobiliser des données à caractère personnel sur les systèmes d'intelligence artificielle. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est l'article 10, paragraphe 5, qui stipule que certaines catégories de données à caractère personnel peuvent être utilisées sous réserve de nécessité et d'apport de garantie, dans l'objectif de détecter et corriger des biais potentiels des systèmes d'intelligence artificielle qui seraient à même d'être préjudiciables. Et un deuxième exemple, toujours sur certaines catégories de DCP, qui peuvent être réutilisables pour l'entraînement de systèmes d'IA, seulement si elles présentent un intérêt public et dans le cadre des bacs à sable réglementaires prévus par l'AI Act et organisés par la CNIL, et ça c'est l'article 59. Donc voilà 2 exemples où l'AI Act finalement vient compléter le RGPD et donner des conditions sous lesquelles les données à caractère personnel peuvent être utilisées. Voilà ce qu'on peut se dire. Finalement, l'AI Act et le RGPD, on peut considérer que c'est 2 approches complémentaires. Et d'ailleurs, les 2 règlements ont été réfléchis de cette manière. Et il y a un certain nombre de problématiques communes qu'on retrouve dans les 2 textes. Donc les problématiques de transparence et de traçabilité des données, de restriction des accès aux données, les principes évidemment de confidentialité. Ce sujet de la cybersécurité est très intégré dans le RGPD et il l'est aussi dans l'AI Act. Les principes de consentement éclairé, également les principes de conservation et d'utilisation bornée dans le temps de la donnée. En synthèse, un traitement DCP peut mobiliser une technologie d'IA si le traitement est conforme au RGPD et si le système IA lui-même est conforme à l'AI Act. Et le SIA, le système d'IA, en tant qu'élément du SI, devra aussi être soumis à une analyse DICP telle que le veut le règlement RGPD. Ensuite, peut-être quelques éléments pour aider finalement l'auditoire à se repérer, à évoluer dans toute cette complexité, parce que le sujet est plutôt complexe. Il y a des règles applicables en la matière qui ont été écrites et exprimées par la CNIL sous forme de fiches qui sont plutôt bien faites et qui représentent une série de recommandations pour un usage de l'IA appliqué aux données personnelles. Donc on vous invite à les regarder à tête reposée. Ces recommandations elles permettent d'accompagner les différents acteurs, évidemment, dans leur compréhension du sujet. Et elles servent aussi à apporter des réponses concrètes avec un certain nombre d'exemples illustrés et qui permettent de rapprocher à des situations qu'on peut connaître et vivre dans les entreprises, dans les organisations que vous représentez. Merci beaucoup Thomas. Si on sort un petit peu du cadre du coup de la donnée à caractère personnel et de la DCP et du RGPD, quel est l'impact du coup, Élodie, de l'IA sur la création, la propriété intellectuelle et les brevets ?
Je vois que le temps file, donc je vais essayer d'être concise. Stéphane en a parlé en introduction. Quand on a recours à l'intelligence artificielle dans un processus de création, se pose la question, alors notamment au niveau des brevets, mais aussi en termes de droits d'auteur. Rapidement, sur la question des brevets, il faut que vous ayez un inventeur personne physique qui soit déclaré quand vous faites un dépôt de brevet. Donc l'IA en tant que telle ne peut pas être titulaire d'un brevet, ne peut pas... il n'y a pas de personnalité juridique derrière. Donc on considère qu'on n'aura pas de droit qui lui soit conféré. Sur le côté du droit d'auteur, alors on le voit dans beaucoup d'exemples que je peux avoir avec les clients qu'on peut accompagner, quand vous utilisez un outil d'intelligence artificielle pour créer une création, beaucoup pensent que la création leur appartient et que potentiellement il y a une protection derrière. Là, il faut distinguer plusieurs cas. Quand vous faites appel à un outil, vous lui faites un prompt et que vous arrivez, par exemple, sur DALL-E à sortir une image que vous allez vous en servir pour que ce soit le nouveau logo de votre société. On considère, en fait, si vous voulez, en France, mais pas qu'en France, dans beaucoup de pays européens et aussi aux USA, qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas d'œuvre en tant que telle. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas en fait maître complètement de ce qui va sortir du système d'intelligence artificielle. Pour vous donner un exemple très concret, il y a 2 avocats qui se sont amusés en utilisant DALL-E à faire une même requête, donc le même prompt, à 2 moments différents de la journée, pour voir en fait s'ils allaient avoir en sortie la même image. Donc ils ont tapé l'insoutenable légèreté de l'être et ils se sont retrouvés avec 2 images qui sont complètement différentes. Vous en avez une où c'est un papillon qui s'envole sur d'une fleur, et de l'autre c'est des pissenlits. Voilà, donc ça peut évoquer tous les deux la légèreté, mais ça montre bien en fait qu'on ne peut pas vraiment prédire ce qui va sortir. Et donc du coup, si on ne peut pas prédire ce qui va sortir de l'outil, on n'a pas une maîtrise de la création complète. Et donc, on n'a pas l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'empreinte de la personnalité de l'auteur en droit français, c'est la condition légale de protection pour que le droit d'auteur puisse s'appliquer. Les États-Unis, récemment, en 2023, suivent cette jurisprudence qui commence à être à peu près commune dans beaucoup d'États. Là, c'était sur une œuvre qui avait été faite avec Midjourney, qui avait été retouchée après avec 2 autres. Alors, il y avait Adobe, il me semble, qui avait utilisé, et un autre dont j'ai oublié le nom. La première fois, en fait, la personne n'a pas prévenu l'office, le Copyright Office, ils n'ont pas prévenu que en fait, l'œuvre qui avait été créée, enfin la création qui avait été créée, résultait en fait d'un outil d'intelligence artificielle. Sauf que c'est une obligation qu'ils ont de le dire, et l'office en a eu vent parce qu'il y avait eu un prix sur cette création. Donc la première fois déjà c'est pas passé. Il a réessayé en disant que là cette fois il avait bien eu recours à un outil d'intelligence artificielle, et là l'office a été très clair et la décision est intéressante dans le sens où elle exclut tout ce qui est photo, Adobe pour les retouches éventuelles qui ont été faites. Mais sur Midjourney, ce qu'ils expliquent, c'est que le prompt, en fait, il a fallu plus de 600 prompts pour arriver en fait à une création, à cette création-là, et que ça montre bien en fait que la machine, entre guillemets, ne comprend pas et un peu fonctionne de manière un peu bête, si je puis m'exprimer ainsi, et que c'est assez aléatoire. Et de ce fait, comme il n'y a pas de maîtrise du processus de création et qu'il faut quand même s'y reprendre à plus de 600 fois pour réussir à avoir un résultat qui, à peu près, arrive à ce que peut-être vous avez imaginé, ou vous êtes plutôt bien content d'avoir cette image-là, mais vous ne pensez pas arriver à ça, ça veut bien dire que vous ne prédisez pas ce que vous allez avoir. Et donc, il n'y a pas de droit d'auteur. On a une décision chinoise qui prend complètement le contre-pied de la position américaine, donc récemment aussi en 2023. Donc voilà, alors il y a, outre les considérations d'ordre purement politique, la décision chinoise est quand même intéressante aussi. Elle, pour le coup, elle dit que si justement, par le prompt, en fait, on arrive à vraiment avoir, on sait où on veut arriver, on a un effort créatif, et elle analyse justement le fait de multiplier les prompts comme un acte de création positif. Le débat reste ouvert. Maintenant, ça dépendra aussi des pays dans lesquels vous êtes. En tout cas, en France, nous, on a une vision très personnaliste du droit d'auteur. Et de ce fait, on considère vraiment qu'on a une personne physique comme étant auteur. Donc, de toute manière, vous n'aurez pas de création à proprement parler quand vous utilisez un outil d'intelligence artificielle.
J'émets une réserve toutefois, si vous avez une photo que une création, une image que vous sortez par exemple d'un outil d'intelligence artificielle et que vous êtes amené à faire des retouches qui vont au-delà d'un simple savoir-faire, là peut-être qu'on pourrait se poser la question de la protection sur ce que vous avez fait, ce que devient en fait votre création. S'il ne pourrait pas y avoir du droit d'auteur sur l'aspect un peu de modification que vous avez apporté. J'essaie d'aller rapidement. S'il n'y a pas d'œuvre, ok, ça peut être un premier point. Par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas une œuvre, potentiellement que vous n'êtes pas en état d'être en situation d'être contrefacteur. Donc attention au prompt, à comment vous interrogez les outils d'intelligence artificielle. C'est vrai pour toute création. On n'essaye pas de se mettre dans le sillage de quelque chose qui existe déjà. Et surtout, Stéphane en a parlé avec les données d'entraînement, comme on a beaucoup de données, notamment dans ChatGPT, qui ont été prises sans qu'il y ait le consentement, notamment par exemple au niveau du New York Times, vous pouvez potentiellement après avoir soit des textes, soit des images qui seraient clairement de la contrefaçon. Donc attention à ça, vous avez la possibilité pour les images d'aller faire une comparaison, charger votre image par exemple dans Google Images pour voir ce qui peut sortir. Si vous trouvez des images qui sont quand même très très proches de ce qui existe déjà, peut-être vous dire que bon, il y a peut-être une éventuelle contrefaçon qui pourrait arriver. J'en finis rapidement. Pour tout ce qui est prompt, si on considère que du coup vous n'avez pas d'œuvre en sortie, le prompt, lui, par contre, peut potentiellement être une œuvre, puisque ça peut être considéré comme une œuvre littéraire, sous réserve toujours d'originalité. Et à tout le moins, si ce n'est pas une œuvre parce qu'il n'y a pas d'originalité, c'est quand même potentiellement du savoir-faire, et ça peut valoriser aussi l'entreprise en tant que telle, parce que c'est comment vous êtes arrivé à cette dernière création que vous avez réalisée. J'ai essayé de faire synthétique. Merci beaucoup, Elodie. Effectivement, je pense que c'est un sujet qui peut occuper une conférence entière, mais on va rebasculer un petit peu sur quelque chose d'un peu plus précis, qui va aussi, je pense, intéresser notre auditoire, qui va être donc les actions qui va être possible pour se préparer un petit peu à ce raz-de-marée IA. Comment, Thomas, donc les entreprises peuvent se préparer et quelles actions peuvent-elles mettre en place ? Alors merci Titouan pour cette question. Généralement, ce que j'ai l'habitude de préconiser, c'est 6 grands types ou familles d'actions sur la manière dont les entreprises peuvent se préparer à tout ça et commencer à se frayer un chemin là-dedans. La première action, c'est de cartographier les systèmes d'intelligence artificielle et évidemment de mettre en place une organisation permettant de le faire avec des rôles et des responsabilités, si possible, bien définis. La deuxième action, c'est de mettre en place une démarche d'évaluation des risques et un dictionnaire de mesures finalement qui vont être adaptés à chaque niveau de risque pour être capable de réagir et de répondre de manière très opérationnelle à un risque IA. La troisième action, c'est de repérer les IA interdites. Donc évidemment, c'est l'action du court terme, notamment parce que la IA Act est rentrée en vigueur au 1er août 2024 et qu'on a 6 mois pour repérer ces Prohibited AI. Et en le faisant, évidemment, il faut repérer les IA aussi à haut risque et prendre les actions appropriées. La quatrième action, c'est évidemment la formation, la sensibilisation des équipes au respect de ces règles éthiques et réglementaires et mettre en place une charte qui permet de faire en sorte de s'assurer que chacun a bien compris ce qui relevait derrière ce sujet de l'intelligence artificielle. La cinquième action, c'est de mettre en place une gouvernance de l'IA, d'outiller cette gouvernance, de documenter les systèmes d'IA, de documenter les usages prévus, et de documenter également les systèmes d'IA qui mobilisent des données à caractère personnel. Et enfin, la dernière action proposée, c'est d'ajuster son approche de gestion de traitement de données à caractère personnel, faisant intervenir l'IA et notamment ajuster la démarche qui a été mise en place pour le RGPD en particulier. Merci beaucoup Thomas pour ces quelques conseils. Et pour finir sur la partie questions, je vais juste vous proposer un petit débat concernant en fait donc le débat comme quoi l'AI Act agissait un petit peu comme un frein à l'innovation. Comment collectivement vous vous positionnez peut-être avec rapidement donc vos avis en commençant par Thomas ?
Alors merci, c'est une vaste question, effectivement. Alors effectivement, l'AI Act apporte un cadre, apporte une réglementation, et cette réglementation, elle est censée venir couvrir des mauvaises utilisations d'IA. Donc déjà, si on peut parler de frein à la mauvaise innovation, moi je vote plutôt pour, parce que du coup, on sent que derrière, il y a des enjeux qui sont importants. Et d'ailleurs, on n'est pas la seule géographie en Europe à réguler ces sujets-là. D'autres géographies l'ont fait. On peut parler des US, de la Chine, du Japon, du Canada, etc. Oui, excuse-moi Thomas, ça me faisait réagir sur le fait qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la convention cadre. Il n'y a pas que l'IA Act, il y a d'autres réglementations qui sont en gestation ou même ont été adoptées. Et la convention cadre du Conseil de l'Europe, notamment adoptée en mai 2024, et qui, elle, réunit les pays de l'Union européenne, le Japon, Canada, USA, Israël, et qui ont pris des engagements pour mettre dans leur réglementation nationale des garde-fous pour que les systèmes d'intelligence artificielle permettent de garantir le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Et donc, pour ce qui rejoint sans doute aussi les IA interdites, mais qui vont permettre de s'assurer que les systèmes d'IA sont en tout cas légitimes et utilisés de manière correcte. Peut-être juste un petit point, j'ai aussi tendance à penser que l'AI Act ouvre aussi une capacité à mettre les sujets sur la table, amène un certain nombre de réflexes, d'équipes, etc., qui permettent d'ouvrir le sujet, de se poser la question, et j'ai l'impression que ça ouvre aussi à l'innovation en ce sens. Et donc, pour moi, c'est un peu un faux débat, ce frein à l'innovation. En fait, on a le débat à chaque fois qu'il y a un texte européen. On l'a eu pour le DSA, pour le DMA, on l'a eu pour le RGPD. L'Europe régule, les US innovent. En fait, on voit que les US alignent de plus en plus leurs pratiques réglementaires sur celles de l'Europe, et y compris pour le RGPD. Au début, ce qui était un texte 100% californien est en train de s'étendre au reste des US. Petit à petit, ils alignent leurs pratiques. Et au contraire, j'aurais tendance à penser qu'une bonne compréhension de ces textes qui, comme tu l'as dit, régulent les mauvaises pratiques, les pratiques un peu les plus extrêmes, finalement, ça reste des textes qui sont très ouverts sur ce qu'on peut faire. On l'a vu avec le RGPD en matière de marketing, ça n'a pas tué les pratiques marketing, et une bonne compréhension, une bonne appréhension de ces textes permet au contraire d'avoir un avantage concurrentiel pour aller se placer justement dans ce que permet le droit et d'innover dans cette limite qui finalement ne freine pas, mais permet justement de se placer, de se distinguer de ses concurrents. Donc moi je suis persuadé que ce sera la même chose pour l'AI Act. On a un cadre qui est quand même assez souple, comme je disais tout à l'heure, 90% des obligations vont couvrir les systèmes à haut risque. Les solutions d'IA qui vont être notre quotidien seront peut-être même pas concernées par ces obligations. Donc voilà, c'est à relativiser quand même. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'irai pas forcément à rajouter plus, mais oui, effectivement, moi, je pense qu'à un moment donné, soit on innove de manière cohérente et on a des risques qui ont été identifiés. On vous a donné quelques exemples aussi. Donc, c'était important qu'on vienne légalement apporter des solutions. Et on a déjà des gens peut-être un peu pessimistes qui disent qu'on aurait pu encore aller même plus loin, eu égard au développement en fait, de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait une réglementation qui arrive rapidement, à voir maintenant aussi comment elle va être éprouvée et s'il y a des modifications qui devront aboutir prochainement ou pas. Oui, et juste pour rajouter un point, je ne suis pas sûre que ce soit la réglementation qui soit un frein, puisqu'aussi, j'en parlais avec les directives qui arrivent, ça permet d'avoir un cadre de sécurité juridique sur les responsabilités à mobiliser. Mais je pense que le frein, il est plutôt lié à la mobilisation des ressources sollicitées par l'intelligence artificielle, et puis dans un avenir proche, d'avoir à se conformer avec nos réglementations environnementales et d'avoir à prouver qu'on a une IA durable, responsable, et que tout ça est fait conformément à notre environnement, en tout cas dans son respect, avec des référentiels à adopter. Voilà, comment ce sera validé sur le plan CSRD notamment et environnement. Merci beaucoup Stéphane. Donc ce sera le mot de la fin pour cette partie questions-réponses. Merci beaucoup cher auditoire du coup d'avoir été attentif. On espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, n'hésitez pas à contacter donc les différents interlocuteurs si vous souhaitez approfondir certaines pistes. Et si on a le temps, du coup, peut-être prendre quelques questions, s'il y en a bien sûr.
Oui, bonjour. Merci pour ce débat qui était passionnant. Je voulais savoir, en termes d'innovation, l'innovation va souvent plus vite que le droit. Comment s'assurer que l'IA Act, qui va être déployé prochainement, ne va pas être en retard d'ici quelques années, voire quelques mois déjà, ne sera pas obsolète trop rapidement? Alors moi, j'ai un début de réponse. Merci pour cette question. Maëlle le disait tout à l'heure, on a quand même la chance d'avoir une réglementation qui a su prendre le pas de l'innovation, mais avec un petit bémol, notamment en matière d'IA Act. À mon avis, il y a un trou dans la raquette sur les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, ou ceux qui seront mis, donc on a des paliers de mise en œuvre de cette réglementation d'applicabilité, et les systèmes d'IA à haut risque mis en service, en œuvre, déployés avant le 2 août 2026, n'ont pas besoin nécessairement de se conformer à cette réglementation, sauf s'ils connaissent des changements importants. Donc j'aurais tendance à dire que là, on risque, le juge, le juriste, le législateur a peut-être été un petit peu en retard et va sans doute permettre quelques dérives qu'il faudra ensuite sans doute sanctionner par la suite. En fait, c'est un problème qu'on a dans tous les textes, c'est qu'il faut qu'ils soient suffisamment précis pour qu'on sache de quoi ça parle, mais suffisamment général pour permettre à la technologie d'évoluer sans sortir de la définition. Et si ça sort vraiment trop de la définition, on va se raccrocher à la jurisprudence. Et j'ai un exemple, c'est la directive e-commerce de 2000 qui qualifiait ce qu'était un hébergeur. Un hébergeur, c'est vraiment l'hébergeur de données type OVH. Et on a appliqué cette notion d'hébergeur avec la responsabilité qui en découle à toutes ces plateformes qui sont nées à partir de 2004-2005, des réseaux sociaux, des YouTube, des Facebook, etc., des eBay. Mais au chausse-pied, c'est pas le même métier, quoi. Donc on s'est débrouillé à coup de jurisprudence pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, on a eu le DSA qui est arrivé, qui a dit ok, bon, en fait, il y a les intermédiaires, il y a les hébergeurs, il y a les plateformes, tout ça, c'est des trucs différents avec d'autres responsabilités. Donc en fait, c'est ça, c'est que vous aurez forcément une latence entre un texte important comme l'AI Act et sa refonte qui va venir des années après. Pareil, RGPD, on avait une directive de 95, c'était la préhistoire d'Internet, avant que le RGPD se dise bon, la techno a un peu évolué, on va peut-être remettre un nouveau texte. Entre les deux, on a quand même adopté nos pratiques, on a adopté nos textes, nos contrats, la jurisprudence est adaptée. Donc la souplesse va venir des praticiens et des juges, en fait. Et des référentiels sectoriels aussi. Et des guidelines, exactement. Oui, c'est ça. Qui vont permettre d'imposer certaines bonnes pratiques et qui vont faire le droit, finalement. Je me permets d'abord de poser une question qui a été mise en virtuel. Une personne demande si vous pensez que l'IA Act devra être géré par le DPO en entreprise ou il sera nécessaire qu'un collaborateur soit spécialisé sur ce texte. Alors, c'est une bonne question qui me vient souvent. Ce que je vois le plus souvent, c'est que un certain nombre de points communs entre le RGPD et l'AI Act amènent les organisations à plutôt confier ça effectivement au DPO, dans une logique d'extension de son périmètre et dans une logique de prise en charge d'un pan de conformité globale qui ne concerne pas juste le RGPD, mais qui concerne le RGPD et l'AI Act. Et comme ça traite des mêmes thématiques et comme il faut adapter les manières de faire les traitements de données à caractère personnel avec l'IA, il y a quelque chose qui marche bien. Donc c'est ça que je vois le plus souvent. Donc c'est plutôt oui, réponse plutôt vers ça, mais néanmoins, ça ne préjuge pas d'autres modèles qui peuvent être vertueux et pertinents en fonction des spécificités des entreprises. Et là, c'est à chacun de se frayer son chemin. C'est vrai que ça suppose qu'il y ait un DPO déjà, ce qui n'est pas toujours obligatoire et pas toujours fait. Et c'est vrai que ça suppose que le système d'IA traite de la donnée personnelle. Mais c'est vrai qu'on a quand même une philosophie commune, et je pense que tu as raison, ça va être la personne qui est en charge de ces aspects de conformité, qui, avec souvent une casquette juridique, mais pas toujours, mais en tout cas, ça ne peut pas se faire sans aussi la dimension technique. D'ailleurs, les équipes DPO qui marchent le mieux, c'est celles où on a le juriste et le RSSI qui travaillent main dans la main. Pas toujours facile, mais et là c'est un peu la même approche, je pense. Ouais. Et ça peut être quelqu'un qui est en charge de tous les sujets de conformité, ça peut être Sapin 2, la corruption, au sens large, effectivement. Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup, surtout les 6 points que vous avez cités là pour mettre ça en place en entreprise. Moi, je travaille dans une entreprise où on a des LLM depuis 26 ans.
Donc, vous imaginez les données qui étaient utilisées. Oui. Donc, moi, en tant que responsable juridique, là, je dois essayer de former mes collègues et de les sensibiliser à l'utilisation des données maintenant. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour des conseils de pratiques pour la sensibilisation, mais aussi concrètement aussi, on ne peut pas mettre 26 ans de données à la poubelle. Ce qui donc quoi faire, quoi, que faire? C'est sûr que c'est pas évident. Les entreprises qui ont un gros héritage autour de l'intelligence artificielle ont sans doute une marche un peu plus haute à franchir. Il n'y a pas de réponse absolue. Enfin, peut-être un point que citait Stéphane tout à l'heure. Déjà, la e-Act a un effet rétroactif, mais que jusqu'au 1er août 2022. Donc déjà, on peut se concentrer sur ces éléments en priorité si on doit organiser les choses. Et après, sur la sensibilisation, la formation des acteurs, là, il faut trouver ces bonnes clés. Et puis surtout, il faut trouver l'organisation qui permet de s'assurer qu'il va bien y avoir des personnes aux différents niveaux de l'entreprise qui vont bien se préoccuper de ces sujets et se responsabiliser autour de ces sujets, et que ces personnes représentent bien l'entièreté de l'entreprise, et qu'on va bien avoir finalement un ratissage de tout ce qui se fait en termes d'IA grâce à ce réseau de personnes. Mais à part ces quelques idées, j'ai pas de meilleure idée comme ça. Ça nécessitera de qualifier. Il faut qu'on arrête. Oui, il faudra surtout qualifier. Quand vous dites que vous avez des LLM, quelles données sont utilisées, quelle est leur qualification par rapport aux 4 critères, à la graduation des systèmes d'IA dans la IACT. Et si ça se trouve, vous échapperez au gros, ce que je disais tout à l'heure, au gros des obligations, et vous allez vous rendre compte que votre système d'IA, il est déjà un peu dans les clous. Il faudra faire un peu de documentation. C'était ça avec le RGPD. Encore, j'arrête pas de faire le parallèle, mais c'est vrai qu'on a eu aussi cette montagne qui est arrivée. On s'est dit comment on va faire. Et en fait, c'est faudra faire un registre des traitements, mais tu changes pas tes habitudes, le reste fonctionne. J'exagère, mais il y a un peu de ça quand même. Merci à vous en tout cas.